En deux mots, d'abord, premièrement, d'où vient cette idée de controverse? C'est important. C'est que c'est un sujet très ancien. Enfin, je peux absolument qu'être d'accord avec les faits qui ont été montrés. Après, le problème, c'est l'interprétation des faits. Et là, on est dans un procès, hein, pour le contre. Bon, donc il faut pas lâcher, faut y aller franchement. Bon, premièrement. Deuxièmement, l'histoire commence pour cette session avec la présentation des résultats de VADT au congrès d'Orlando, hein, à l'ADA 2018, où les responsables de cette étude ont montré le post-VADT et eux-mêmes ont conclu qu'il n'y a pas de mémoire glycémique. Moi, je suis sorti de là en disant je ne suis pas totalement convaincu. Alors, il faut quand même rappeler que VADT, ce n'est pas la rétinopathie, ce n'est pas la néphropathie, c'est le cardiovasculaire. Et sur ce, j'ai été en train de sortir de cet amphithéâtre. On n'éteignait pas tout, sinon on va s'endormir, hein, ça va être dur. J'étais en train de sortir de cette session à laquelle j'avais assisté avec un de mes collègues et relativement amis, qui m'a dit bah, tu vois, finalement, c'est ce que je dis depuis tout le temps, la mémoire glycémique, ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas rallumer un peu la lumière, parce que là, on va faire ça. Bon, merci. Du coup, je lui ai dit non, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas totalement convaincu par ce que tu me dis. Et je lui ai dit, puisque vous savez que j'ai un journal... Lumière, s'il vous plaît. Oui, Lumière. merci. Voilà, je ne sais pas à quoi vous jouez, mais j'ai déjà des problèmes dans ma chambre avec la lumière. Parce que soit je n'arrive pas à l'éteindre, soit je n'arrive pas à l'allumer. Faire au moins qu'ici, je vois quelque chose. Merci. Et donc, en sortant, je lui ai dit, mais est-ce que tu écrirais quelque chose là-dessus? Comme Étienne Larger, qui est un puits de science, hein, parce que vous avez vu, là, il vous a fait une petite démonstration, mais un puits de science, avait déjà écrit sur le sujet de la mémoire glycémique 2 papiers, pas un seul, mais 2, non, un premier précédemment. Je lui ai dit, bah, écoute, puisque tu es contre ce concept, eh ben, tu n'as qu'à écrire que tu es contre. Et il a écrit un papier, et Étienne a écrit la réponse. Et donc ce monsieur avait prévu de venir ici, mais il n'est pas venu finalement. Et donc je me suis retrouvé, il n'y a pas très très longtemps, à chercher, je dirais, un défenseur de sa cause, que je n'ai pas trouvé immédiatement sous le sabot d'un cheval, comme on dit. Alors je me suis dévoué. Donc vous voyez à peu près de quoi on va parler, ça va être pas simple. Parce que finalement, c'est quoi une controverse? Une controverse, la grande tradition des controverses, c'était à l'époque de l'Andalousie, mais de la Reconquista en particulier, lorsque en particulier, il y a eu des grandes controverses, par exemple dans la chrétienté, est-ce que les Indiens d'Amérique ont une âme ou n'en ont pas? Vous connaissez la controverse de Valladolid, c'est un merveilleux livre et un très formidable film. Mais du coup, là, moi, ce n'est pas dans une controverse que je me suis trouvé embarqué, c'était plutôt commis d'office. C'était à peu près ça, c'est-à-dire que j'étais avocat commis d'office, c'est-à-dire que je suis peut-être convaincu que mon client, en plus client pas cher, hein, parce que franchement un client commis d'office, il roule pas sur l'or en général, c'est le tarif de base, et que mon client est peut-être bien un grand coupable, mais mon boulot, c'est de le défendre. Alors c'est ce que je vais essayer de faire. Donc du coup, c'est pas Rochdi Zem qui est dans le rôle, mais c'est moi qui suis dans le commis d'office. Tout avocat est présumé innocent, rappelle-t-il en l'occurrence. Bon, en fait, ce qui est intéressant, moi j'ai fait d'autres controverses auparavant, et sans être commis d'office, je m'étais dévoué pour faire contre l'autosurveillance glycémique. Pour ceux qui étaient déjà dans la salle tout à l'heure, vous savez à quel point je pense que c'est vraiment utile avant la mise à l'insuline, mais j'avais fait contre. J'ai tellement fait contre d'ailleurs que la CNAM était dans la salle et que ça a été un des éléments qui a déclenché le fait de réduire le nombre de bandelettes remboursées chez les diabétiques de type 2. Là, je m'étais tiré une balle dans le pied, pas moi, mais surtout que chez le diabétique, il vaut mieux éviter de se tirer une balle dans le pied, bien entendu. Et donc, dans ce cas-là, j'avais quand même fait le contre parce qu'on avait tiré au sort. Et André Grimaldi, qui était franchement pour l'autosurveillance glycémique, m'a dit non, je ne ferai jamais le contre. J'ai dit mais c'est ça qui est intéressant, c'est de regarder les articles à l'envers. Et je pense que Étienne est d'accord avec moi. Quand on est persuadé que l'article va dans le sens de ce qu'on pense, on le lit d'une certaine façon.
Mais quand il faut retourner l'article dans l'autre sens, on a parfois de sacrées surprises. J'ai fait une deuxième controverse contre André Chêne. Je n'ai pas choisi un petit adversaire. Hein. Déjà, Grimaldi, c'était pas mal, mais bon, après, je suis monté en niveau parce que je finis avec Larger. Donc, vous voyez, à peu près, le niveau, petit à petit, s'élève. Et donc, contre André Chêne, j'ai défendu... Non, mais il rigole, mais c'est fait pour ça, Étienne. Et j'ai défendu les sulfamides contre les DPP4 et les GLP1. Et finalement, j'ai relativement convaincu le public que c'était pas si mal que ça, les sulfamides. Je ne sais pas ce que ça a donné sur le marché, mais il n'y avait quand même pas non plus 5000 personnes dans la salle. Mais c'était quand même des réunions franco-suisses, il y avait du beau monde, c'était assez sympa de faire ça. Là, j'ai accepté de le faire en me disant, il faut y aller, il faut chercher la petite bête, quoi. Voilà. Parce que quand même, le débat, et je n'ai rien à je pourrais même... j'ai beaucoup appris, j'ai pris des notes, hein, Étienne, j'ai repéré certaines choses, donc je suis complètement, absolument convaincu par tout ce que tu as dit. Mais finalement, la question qui a été posée par la publication du post-VADT, c'est finalement, est-ce que dans le cardiovasculaire, et dans le type 2, et pas dans le type 1, dans le type 2, est-ce qu'il est possible, en quelque sorte, c'était la première question de ces études, accord VADT Advance, est-ce qu'il est possible de montrer un impact propre de la glycémie sur le risque cardiovasculaire, parce que ça fait un grand débat depuis très longtemps, le cardiovasculaire n'est pas influencé par le contrôle glycémique, on a déjà discuté de ça tout à l'heure. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'une fois qu'on a relâché l'effort dans ces études où on avait mis les hémoglobines glyquées très bas, est-ce qu'il persiste pendant un certain temps ou de façon très durable un effet glycémique? VADT a dit non, clairement. Moi, j'étais même surpris par le côté assez cassant de Gerstein, hein, qui a dit non, il n'y en a pas. Moi, j'étais allé discuter 2 minutes avec à droite, à gauche. Il me dit non, il n'y en a pas du tout. Il était très tranché. Voilà. Donc, ces 4 études, c'est l'UKPDS, où l'équilibre glycémique était meilleur, mais rappelons-le, il était loin d'être parfait. Il y a eu cette dérive. Hein, je ne vais pas vous faire l'affront de vous remonter les chiffres, les données de l'UKPDS. Accord où là, le contrôle était très strict. Vous savez, on baissait les gens en visant 6% d'hémoglobine glyquée. Le VADT aussi très strict et Advance relativement strict aussi. Et puis, en fait, il n'y a que 2 études que l'on peut comparer. Me semble-t-il, en tous les cas, je parle sous le contrôle de ceux qui restent dans la salle, c'est-à-dire, d'un côté, l'UKPDS sur le cardiovasculaire et la mémoire glycémique sur le cardiovasculaire, et de l'autre côté, finalement, VADT. Il n'y en a pas d'autres d'études, me semble-t-il, sur le cardiovasculaire qui soient clairement exploitable. Voilà. C'est pour ça que j'ai choisi ces 2 études-là. Donc, pour répondre à cette question, que moi j'avais comprise à travers l'étude VADT, on voit que c'est 2 approches complémentaires et pas contradictoires, c'est que pour répondre à ces questions, il y a à mon avis 2 seules études vraiment disponibles dans le diabète de type 2, c'est l'UKPDS post-trial, hein, et c'est le VADT post-trial. En fait, je vous rappelle quand même que, et c'est vraiment très important de le rappeler, c'est que VADT quand même, c'est une ancienneté importante déjà de diabète, puisqu'on avait une moyenne d'ancienneté d'une 12aine d'années dans les 2 bras. Vous voyez, droite et gauche, vous avez dans les 2 bras une 12aine d'années. Les 2 groupes, traitement intensif versus dit standard, différaient pas sur ce plan de l'ancienneté, bien entendu. C'était 2 groupes bien équilibrés, une 60aine d'années, mais ils avaient quand même 40% d'antécédents cardiovasculaires. On était dans 40% des cas au moins en prévention secondaire. L'autre chose, c'est qu'effectivement, c'est des patients hypertendus, les 3/4, des patients qui avaient un IMC à 32 ou 31-32 et qui avaient une hémoglobine glyquée de départ à 9,4%. C'est tout à fait considérable, c'est des patients très très mal équilibrés. Néanmoins, ce qui est quand même intéressant, ce qui en a été retiré, c'est que finalement, vous savez, on parlait d'individualisation tout à l'heure et on disait l'ancienneté du diabète joue. On peut être plus intensif quand le diabète est moins ancien et faire attention dès que le diabète est plus ancien. Et ce qui a été présenté comme tel par l'équipe de VADT, c'est cette image-là, c'est-à-dire de dire, finalement, on a probablement un bénéfice cardiovasculaire lorsque le patient est assez relativement jeune dans sa maladie, même s'il part de haut. Par contre, quand il commence à avoir une ancienneté beaucoup plus grande, c'est tel que ça a été présenté par eux. Et Peter Riven, qui est un des collaborateurs de cette étude importante, avait beaucoup insisté sur le score calcique, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est-à-dire que plus les patients avaient un score calcique faible, mieux était leur amélioration était plus grande en termes de protection coronarienne en particulier. Par contre, quand les patients avaient un score calcique
pas coronarien seulement, mais globalement calcique, élevé. Là, en gros, c'était là qu'on avait des pépins cardiovasculaires quand on faisait baisser trop l'hémoglobine glyquée. Je rappelle juste ça parce que VADT a alimenté de cette façon-là, vous savez, l'individualisation pour l'ancienneté. Il a aussi été un des éléments qui a beaucoup insisté sur le fait que les facteurs finalement les plus prédictifs, le fort prédicteur des décès d'origine cardiovasculaire dans VADT, c'était les hypoglycémies et l'âge. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec une étude qui quand même a alimenté cette individualisation par ces trois aspects: l'âge, l'ancienneté du diabète et la fréquence et la gravité des hypoglycémies sévères. Voilà. Alors l'étude VADT, je passe rapidement, c'est 2 bras, hein, mais ce qui est quand même, il faut rappeler une chose, c'est que VADT, qui est quand même une étude, si vous voulez, dans laquelle moi je défends l'idée que son message est celui de ses auteurs, je mets quand même un certain nombre de bémols, parce que VADT, c'est de très très élevé, la plus petite des études, elle est très petite. C'est 800, enfin très petite, si on faisait des études de 2000 patients au Maroc ou en France, on serait content. Mais par rapport aux grandes études comme l'UKPDS, comme le Proactive, comme Advance, comme Accor, c'était beaucoup moins de monde. Donc il faut le rappeler, c'est-à-dire que dans le calcul global de ces études qui ont porté sur ces sujets, ça ne porte que sur moins de 10% des patients qui ont été dans ces grandes études. La deuxième chose, c'est finalement dans la première partie de VADT, pendant la réduction à 6 et quelques pourcents de l'hémoglobine versus conventionnelle, comme on disait, finalement, il y a eu une baisse de 12% des événements cardiovasculaires, qui n'atteint pas quand même la significativité, mais qui a été considéré comme un élément qui était en faveur de plus du fait qu'on devait quand même avoir un effet finalement de bénéfice cardiovasculaire, d'avoir une réduction du risque. Je vous rappelle que vous voyez dans cette diapo, je vous rappelle qu'un groupe était en moyenne à 6,9% et l'autre en moyenne était à 8,4% d'hémoglobine glyquée. Alors donc, vous savez que VADT a eu un suivi, c'est de ça qu'on parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que l'étude avec les 2 bras très séparés en termes d'hémoglobine glyquée, comme ce que vous a montré à l'instant Étienne Larger pour ce qui concerne le DCCT, ça a duré un certain temps, puis après ça a été relâché. Là, ça a duré 5,6 années en moyenne. Voilà. Et ensuite, finalement, on a fait comme dans beaucoup d'études, les gens sont sortis de l'étude. Ce qu'on n'a pas dit d'ailleurs, ce que tu n'as pas dit, Étienne, parce que tu avais beaucoup de choses à dire, mais ils étaient contents de sortir du bras intensif. Hein, dans l'étude DCCT, ils n'en pouvaient plus, hein, puisqu'ils avaient les infirmières tous les 15 jours, je crois, au téléphone, qu'ils allaient en consultation pratiquement tous les mois et que ça durait des années quand même. Bon. Et ça arrive un peu dans toutes les études, c'est-à-dire quand on arrête l'étude elle-même, on a quoi? On, en général, l'intensif a le bras qui remonte. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Vous voyez les 5,6 premières années de la période intensive, où on a une différence très nette dans les hémoglobines glyquées, ce qu'ils ont appelé dans leur jargon à eux la période de contraste glycémique. C'est-à-dire vraiment une grande différence entre les 2 bras. Et puis ils ont arrêté, mais ils les ont suivis. Et ils les ont suivis, et voilà ce que ça donne. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont suivi, on voit, comme on a vu tout à l'heure, que finalement, l'hémoglobine glyquée, le moins intensifié, du groupe de moins intensifié, a un peu baissé. C'est un peu pareil dans l'UKPDS, hein, finalement, ils se sont améliorés ensuite un petit peu. Et pour ce qui concerne le groupe très intensifié, il est remonté parce que finalement, c'est un peu comme quand on met, vous savez, un bouchon dans de l'eau qu'on lâche. Il a eu tendance à remonter parce que les patients ont relâché aussi leurs efforts en quelque sorte. Alors si on regarde ça en fait en termes de ça c'est le papier de l'expert qui a plaidé contre la notion de mémoire glycémique. Il rappelle, il y a à peu près 1,5 d'hémoglobine glyquée dans la période des 5,6 années de différence. Après, il y a 0,3% dans les 2-3 premières années qui suivent. Il y a encore un contraste glycémique. Et puis au bout d'un certain temps, il n'y en a plus du tout, c'est 0%. Et si on regarde par rapport à la période de randomisation, on voit que par rapport à la valeur de départ d'hémoglobine glyquée, vous voyez en haut, c'est 1,5% d'abord, puis c'est 1% à la fin de la période de l'étude de la période d'intervention, et ensuite ça se réduit petit à petit, et finalement les 2 groupes se retrouvent à peu près à 0,7% en dessous de la valeur de départ. Vous voyez, ils étaient très très hauts. Voilà le truc. Et leur conclusion, c'est regardez ce qui se passe. Quand on regarde le critère composite cardiovasculaire
infarctus, je crois que j'ai une flèche, infarctus, accident vasculaire cérébraux, insuffisance cardiaque, nouveau ou aggravation, mort cardiovasculaire et amputation, en fait, à ce niveau-là, au moment où l'étude en particulier vient donner qu'il n'y a plus de contraste glycémique, ben, il n'y a plus de différence du tout entre les deux bras. C'est-à-dire que la différence qui existait, même si elle n'était pas significative, mais allait vers une amélioration, on ne la retrouve plus du tout. Donc leur conclusion à ce moment-là, en tous les cas, c'est qu'il n'y a pas de mémoire glycémique. Dans le cadre du cardiovasculaire, si vous regardez bien nos chiffres, il n'y a de différence que tant qu'il y a un contraste glycémique. Voilà leur position. Et en fait, quand on regarde ici l'ensemble des études qui ont porté UKPDS, Proactive, Advance, VADT, Accord, on peut dire quand même qu'en moyenne, pendant la période d'intervention, il y a, semble-t-il, une tendance à avoir une amélioration cardiovasculaire. Ce n'est pas le sujet, hein, en fait. Bon, en conclusion, le contrôle strict a un effet favorable dans VADT sur les événements, mais cela ne tient que tant qu'il y a un contraste glycémique, donc cela nie en quelque sorte la notion de mémoire glycémique. Mais je répète bien, dans cette étude, pour le cardiovasculaire, dans les conditions de l'étude, on n'en a pas d'autre à part l'UKPDS, en quelque sorte. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une partie qui a été publiée sur le rein. Là, par contre, sur le rein, dans VADT, il y a une mémoire glycémique qui a été conservée, d'après ce que disent les auteurs eux-mêmes. Alors, si on compare ça à l'UKPDS pour aller vite, vous connaissez l'UKPDS, je ne vais pas vous le raconter dans tous les sens, vous l'avez entendu 10 000 fois. Il faut juste rappeler que l'UKPDS a été publié en 98, la fin de l'étude. Hein, la fin de l'étude, c'est 98, avec plusieurs bras, disons grosso modo un bras intensifié, un bras dit standard, ce qui n'était pas standard en réalité, c'était un bras qui était beaucoup plus haut que ce qu'on devrait. Mais à l'époque, l'UKPDS nous a beaucoup servi. C'est la première étude qui venait dire, vous savez, on a la preuve que traiter le type 2, ça sert à quelque chose. Parce que sincèrement, jusque-là, on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc ça, c'est la première partie de l'étude. Et bon, si on regarde pour l'infarctus du myocarde, je rappelle quand même que pour l'infarctus du myocarde, il y avait une baisse de 14% entre les deux bras, avec 1% de différence d'hémoglobine glyquée sur une médiane de temps de 9 à 10 ans. On avait un petit p à 0,052. Je me souviens à l'époque, les cardiologues nous ont dit donc ça ne marche pas. Voilà, 0,052. Mais 14% de baisse. Néanmoins, ça a été considéré comme non significatif. Cette étude a été suivie de la même chose que dans VADT, de la même chose que dans EDIC. C'est-à-dire, on a dit maintenant aux patients on vous suit, mais grosso modo, vous ne faites pas ce que vous voulez, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vous n'êtes plus dans la période d'intervention à proprement parler. Et donc, il faut quand même rappeler que dans l'UKPDS, qui a été interprété quand même comme en faveur de mémoire glycémique en particulier, surtout, ce qui est intéressant ici, au niveau cardiovasculaire, il restait quand même beaucoup moins de patients qu'à l'entrée. Presque la moitié étaient décédés en 2007 quand même dans l'étude. Il faut rappeler aussi que les patients étaient suivis. Moi, je suis allé visiter, tu as peut-être été, Étienne, aussi, visiter le centre, ce petit hôpital, tu sais, moderne, très moderne, où il y a les archives. Enfin, c'est historique, hein, c'est un peu comme si on visitait le laboratoire de Banting. Hein. Il y a quand même quelque chose d'assez émouvant en étant là-bas, mais ils reconnaissent eux-mêmes que quand même beaucoup de ces patients ont été suivis essentiellement par courrier. Les médecins généralistes au départ, puis quand même le courrier. Donc il y a une certaine fragilité dans ce suivi. Néanmoins, ça a été publié. Finalement, qu'est-ce qu'on voit en 2007, après 10 d'intervention et 10 de suivi sans plus d'intervention, on voit quoi? On voit un petit p qui passe de 0,052 à 0,014. Mais en fait, la baisse, elle est la même, 16%, 15%. Ce qui compte, à mon avis, enfin, la plupart des méthodologies, c'est la durée finalement du suivi qui a changé la significativité de l'étude. Là, je parle sous le contrôle des experts. En tous les cas, c'est comme ça que ça a été interprété. Donc, ça a été interprété. Oui, il y a bien une mémoire glycémique, y compris sur le cardiovasculaire, mais sur la microangiopathie, sûrement, et une tendance émergente à une réduction du risque cardiovasculaire avec une certaine forme de mémoire. Il faut quand même rappeler, et ça, je crois que c'est très important, c'est que comparer ces deux essais, c'est vraiment trouver qu'ils ne sont pas comparables du tout. Évidemment, pas du tout, et vous le savez. La première chose, c'est que l'UKPDS, il y avait a priori 2% de maladies cardiovasculaires à l'entrée, avérées. Dans VADT, 40. Deuxièmement, dans l'UKPDS, il y avait 39% de femmes. Dans VADT, 3%.
C'est pas parce que c'était un groupe anti-féministe de machistes, c'est parce que c'est les vétérans de l'armée américaine. Donc en fait, c'était des hommes majoritairement. La durée de diabète, c'était supposé être 0 ans dans l'UKPDS, alors que c'était de 6 à 16 ans dans VADT. Bon, voilà. Et enfin, l'hémoglobine glyquée, rappelons-le, à l'entrée, et beaucoup de gens l'ignorent, je pense, à l'entrée dans l'étude KPDS, l'hémoglobine glyquée n'existait pas. Elle n'était pas mesurée. Il a fallu plusieurs années. Et donc, l'hémoglobine glyquée qui a été donnée comme dans l'entrée dans l'UKPDS, c'est une hémoglobine glyquée calculée sur un certain nombre de choses. Ce n'est pas pour critiquer, parce que pour critiquer, mais enfin, je suis quand même là pour démolir mon... J'essaye, hein, du moins. Je n'y arrive pas bien, mais enfin, bon, en plus, je l'aime tellement que je ne risque pas de le démolir. Bon, enfin, voilà quand même à quoi ça ressemble, quoi. Vous voyez finalement la partie ici, la partie qui est là, si j'arrive, c'est la partie initiale. Ça, c'est vraiment dans l'UKPDS. On est supposé partir du T0 de la maladie. On a un bras qui descend autour de 7 et puis qui va remonter progressivement. Et on a un bras qui descend aussi, mais qui remonte un peu plus, et il y a à peu près 1%. Et c'est vrai que là, quand même dans l'UKPDS, il y a toute une période où ils n'étaient pas du tout aux objectifs, il faut dire la vérité. Bon. La chose qui est vraie, c'est que donc, du coup, VADT commence là, pratiquement, et à ces niveaux-là d'hémoglobine glyquée. Donc, c'est absolument pas comparable du tout. Donc, s'il y a des arguments dans l'UKPDS pour une mémoire cardiovasculaire, VADT risque pas, à mon avis, de venir dire oui ou non. De toute façon, les études sont totalement incomparables. On est bien d'accord là-dessus. J'enfonce un peu des portes ouvertes, mais c'est quand même la réalité. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, d'ailleurs, parce que c'est des petites choses qui convient de rappeler quand même, et surtout ici, c'est que l'UKPDS, donc moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais une étude moins claire que ce qu'on a présenté. Et ce qui est quand même extrêmement intéressant, finalement, c'est que, un, on n'avait pas d'hémoglobine glyquée, et deux, quand même, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'il y avait 38% de rétinopathie à l'entrée dans l'UKPDS. Donc pour ce qui est du T0, c'est difficile de dire que c'était vraiment un T0 absolu, ce n'est pas vraiment ça. Donc c'est des études fragiles quand même. Et donc quand on regarde un peu pour essayer de chercher la petite bête, ce que je suis censé faire ici, on peut dire que l'UKPDS, finalement, a beaucoup de fragilité aussi. Beaucoup. Elle nous a beaucoup servi, mais en fait, c'est une étude assez fragile. Donc en somme, pour ce qui concerne les événements cardiovasculaires, un possible effet du contrôle strict sur les glycémies, oui, possible. Il y a des tendances. Et quand on fait une méta-analyse des études, on y arrive à trouver quelque chose. C'est peut-être pas une contradiction avec donc, ce qu'a dit Étienne Larget à l'instant, mais pour ce qui concerne la mémoire glycémique, il me semble que sur la micro-angiopathie, avec toutes les subtilités et la nuance qu'a apporté Étienne Larget, oui, sûrement. Mais si le contrôle strict glycémique est très précoce, probablement. Mais donc, pour une prise, ceci plaide pour une prise en charge glycémique stricte. N'oubliez pas, et là je suis bien plus ancien que Étienne Larget, moi quand j'étais jeune, interne et assistant, j'avais travaillé avec le groupe Boehringer-Mannheim à l'époque, c'est-à-dire le futur Roche Diagnostic. On était avec Michel Pinger, professeur Bringer, etc. On s'est tous réunis, on était interne assistant. On a fait un diaporama pour dire qu'il n'existe pas de petit diabète à propos du type 2. Parce que dans ces années-là, la plupart des gens disaient « Non, le diabète de type 2, 1, c'est pas grave. 2, ça ne soigne pas. » Il faut dire qu'on était un peu désarmés. 3, ils ne sont pas soignables, ils ne sont pas curables, ils sont indécrottables. Donc, de toute façon, ce n'est pas la peine de s'en occuper. Grosso modo, c'était vraiment ça. Et on n'avait pas 4 millions de diabétiques. Donc, c'est quand même, l'UKPDS nous a appris quand même qu'il fallait soigner. Et puis je le rappelle ici, dans cette assemblée où il y a beaucoup d'innovation et tout, c'est qu'on a soigné ces gens, enfin ils ont soigné ces gens avec des sulfamides, de la metformine et des insulines animales au départ. Donc c'est pas avec des moyens extraordinaires. Donc plus tard, la mémoire glycémique et plus le risque est élevé si le contrôle est strict. Il y a-t-il des bénéfices? Moi, je crois que l'UKPDS ne le démontre pas totalement et que, sincèrement, VADT, malgré ce que je pensais initialement, montre plutôt que c'est quelque chose qui n'existe que tant qu'il y a une différence de glycémie entre les deux bras. Donc voilà, j'ai essayé de reprendre la place de celui qui devait ici venir jouer le rôle du procureur et j'ai tenté de le faire. Et à la fin, j'ai fini par être convaincu moi-même. Voilà, merci.